Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant tout, merci pour véritablement les débats précédents étaient absolument passionnants. J'aurais aimé qu'on puisse poser des questions et qu'on puisse un peu commenter. Mais encore une fois, on est pris par le temps et on va donc embrayer avec vous, messieurs, dames. Et je vais commencer par vous poser une première question avec le même principe, une réponse très courte d'1 minute pour avoir un petit peu vos regards croisés. Finalement, médecine complémentaire alternative, elles font partie du champ de la science ou elles font partie du champ des croyances? Samir Khelfaoui, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Samir Khelfaoui, je suis conseiller santé. Merci pour votre invitation. Moi, ce que je vais vous livrer, c'est par rapport à ce que nous avons observé. D'ailleurs, une des principales missions de la Miviludes, c'est d'observer le phénomène des dérives sectaires. Je dirais que de ce que nous observons, on est plus sur le champ du spirituel, même s'il y a quelques pratiques qui ont démontré leurs preuves, je pense à l'acupuncture. Mais force est de constater que ces pratiques-là, enfin, MCA, PNCVT, peu importe comment on les appelle, représentent une part importante dans la société, une forte demande des patients. C'est une lame de fond qui traverse notre société, malheureusement avec j'ai envie de dire, des répercussions sur l'état de santé physique et mentale de nos concitoyens. C'est ce que nous observons au sein de la Miviludes. Et c'est notre rôle, justement, de lutter contre cet aspect, on va dire, sombre des MCA. Alors bonjour, moi je suis méthodologiste à l'INSERM. Alors moi je répondrai les deux, parce que les MCA regroupent des pratiques et des médecines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Sous un même terme, leur seul point commun, c'est justement de ne pas être issus historiquement de la médecine conventionnelle occidentale, et puis c'est tout. Si on s'intéresse à la Maroli ou à la biologie totale des êtres vivants, oui, pour moi ce sont des pratiques qui sont complètement dans la croyance, qui s'appuient sur des fondements qui n'ont jamais été étayés scientifiquement et qui ne cherchent pas à remettre en cause justement ces fondements, qui ne s'engagent pas dans l'expérimentation scientifique. À l'autre opposé, on a l'acupuncture, on a la chiropractique, on a l'hypnose, la méditation, le yoga thérapeutique. Et ces pratiques-là, elles se sont engagées, et ça fait longtemps maintenant, dans un processus scientifique. Je dirais que moi, en tant que scientifique issu de la pensée de Claude Bernard, je pense qu'il ne faut pas rejeter une pratique sous prétexte qu'elle n'a pas les mêmes fondements historiques que les fondements qu'on peut avoir en biologie ou en anatomie, en physiologie. Et que notre rôle à nous, en tant que scientifiques, c'est quand ces pratiques s'engagent dans la recherche scientifique, si elles le souhaitent bien sûr, on doit être là pour les accompagner, pour avoir une évaluation la plus intelligente et ouverte possible. Serge, Philippe, Véronique, je voulais vous remercier pour le livre. C'était un courage incroyable. Mais faire un congrès ici, au ministère de la Santé, on est tous ici dans la salle probablement depuis des années en train de réfléchir à ces pratiques. Je pense qu'il n'y a personne ici qui n'est pas convaincu de ces pratiques. Et franchement, on ne se connaît pas. On a du mal à se connaître, on a du mal à se rencontrer. Nous, ça fait 10 ans, on a un contrat de plan État-région, on a à la plateforme CEPS un financement pour développer des outils d'intelligence artificielle pour faire avancer les études. Et je suis désolé, madame, il y a plus de 2 millions d'études, 2 millions d'études sur le sujet. Il y en a plus de 100 000 par an des études sur le sujet. Il y a énormément de recherches sur le sujet. Donc notre job à l'Université de Montpellier, mais dans la plateforme CEPS, c'est de faire cet inventaire un peu plus important. Et oui, ce ne sont que des croyances tant qu'on reste au mot ostéopathie, psychothérapie, on reste à réflexologie. Ce ne seront que des croyances tant qu'on restera au niveau des MCA, des MAC, de tout ce que vous voulez. Ce ne seront que des croyances, strictement que des croyances des écoles, et on n'en sortira pas. Si on va aller plus loin scientifiquement, et le directeur de l'INSERM l'a dit, c'est incroyable, il l'a dit, on était en France dans un monde où on ne faisait que de la science des problèmes, on étudiait des mécanismes, on allait de plus en plus finement comprendre le gène, et on est en train de dire, mais c'est marrant, mais il faudrait peut-être regarder aussi la science des solutions.
Essayez de faire des études cliniques pour montrer si ça marche ou si ça ne marche pas, en prévention, en soins et en curatif. Et donc, il y a plein d'études dans ce monde-là, ça existe. Il y a des agences, il y a une agence américaine depuis 1998, il y a une agence au Canada, etc. Je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment, je crois qu'on a juste un retard et ça fait du bien de vous voir et de voir pas mal de gens dans la salle grâce à vous. Bien, donc moi, mon propos va surtout porter sur une déviance qu'on peut considérer comme une MCA. Ce sont les thérapies de conversion, alors qui sont des pratiques... alors justement, j'aime bien mettre l'opposition qu'il y avait justement sur cette question, croyance et science, parce que justement, finalement, on peut se rendre compte, avec donc ces thérapies de conversion, que la science, parfois, par le biais de croyances, se met au service justement de certaines déviances. Et en fait, c'est très problématique puisque ces MCA tendent à, enfin, en tout cas prétendent changer l'orientation sexuelle d'une personne ou l'identité de genre, alors qu'en fait, on sait très bien depuis de nombreuses années que l'homosexualité ou l'identité de genre ne sont plus qualifiées de maladies psychiatriques. Alors, petit rappel, c'est qu'en France, on a effectivement retiré l'homosexualité et les troubles de l'identité de genre des affections psychiatriques depuis de nombreuses années, en 81 pour l'homosexualité, en 2010 pour l'identité de genre. Et en fait, on peut rencontrer justement les MCA dans des milieux médicaux où les praticiens ont personnellement des croyances religieuses très fortement ancrées et se basent justement sur ces croyances pour appliquer certains traitements qui n'ont évidemment aucun effet sur les jeunes patients à qui ils sont adressés. Donc voilà, en fait, le propos, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ce livre parce que ça permet de mettre en lumière un phénomène dramatique et puis la communication justement sur ce genre de sujet est primordiale pour le faire connaître parce que finalement beaucoup de nos concitoyens ne savent pas du tout en quoi consistent les thérapies de conversion. Ce sera l'objet de la deuxième partie de l'intervention. Et puis, voilà, et de faire comprendre à la population que ces phénomènes n'amènent finalement que du mal, que de la destruction de la personne, en fait. Voilà. Bonjour à tous, Julien Lizard, je suis rhumatologue, médecin de la douleur et responsable d'un service douleur, soins palliatifs, soins de support et thérapie complémentaire au sein d'un CHU. Nous avons été une trentaine, dont Antoine Bioy, Grégory Nino et Caroline Barry, ici même, à fonder un collège universitaire de médecine intégrative et de thérapie complémentaire, convaincus que, effectivement, le regard universitaire, qui ne soit pas prosélyte, puisse permettre d'éclairer la partie qui nous paraît importante du côté de l'enseignement en formation initiale, qui est une formation capitale, mais aussi en formation continue, des professionnels de santé et des psychologues. Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Caroline Barry sur le fait que, pour répondre à votre question, Madame Suissa, à mon avis, c'est la base de la médecine intégrative que ce soit les deux. C'est-à-dire qu'il y ait de la science, bien entendu, c'est nécessaire pour qu'on puisse s'appuyer au minimum sur une démarche scientifique, et en même temps qu'il y ait de la place, c'est le but aussi de ce qu'on appelle la recherche qualitative, qu'il y ait de la place pour le vécu, qu'il y ait de la place pour les représentations, qu'il y ait de la place pour le patient et son expression. Et dans ce sens, je pense qu'il faut favoriser les deux de façon évidemment rationnelle. Merci. Pardon Véronique, je vais m'associer à ce que disait Grégory, même si c'est moins agréable pour toi, mais vraiment pour te féliciter et pour vous féliciter tous les trois, à la fois pour le bouquin. On est plusieurs auteurs là ici déjà, quand on doit coordonner 10 à 12 auteurs, c'est l'enfer. Mais alors 52 auteurs, vraiment chapeau bas, et effectivement pour ensuite être ici et effectivement dialoguer tous ensemble. Par rapport à ta question, je vais simplement dire, j'espère que c'est les deux. J'espère que c'est à la fois scientifique et à la fois les croyances, parce que les croyances vont participer aux effets cliniques. Et que s'il n'y avait pas de croyances, il n'y aurait pas toute une dynamique aussi, d'abord de rencontre avec les praticiens, et ensuite toute une dynamique également par rapport au fait d'accompagner, au fait aussi de pouvoir poser la question de qui est cette personne en face de moi, quelle place elle donne aussi à ce qui lui arrive dans son existence, autrement dit, de livrer cet accompagnement-là. Et donc pour moi, c'est effectivement
effectivement les deux, et en tout cas j'espère que ce sont les deux, parce qu'il y a cette perspective clinique qui est présente, et puis peut-être aussi une sorte de petit raccourci en disant que sans doute que la science du coup va être là pour pouvoir ensuite guider sur les croyances qui sont fondées et celles qui le sont moins, et pour les croyances qui sont fondées, de pouvoir ensuite à la fois définir quels sont les processus qui sont derrière, parce que parfois une pratique, et c'était le sens aussi de ce que disait en partie Grégory Nino, c'est il y a parfois une pratique qui fonctionne, mais ne fonctionne pas forcément sur les bases qu'elle prétend avoir. Et donc du coup, de rentrer dans les processus va être intéressant scientifiquement pour pouvoir ensuite isoler cet élément-là et de pouvoir à la fois proposer des démarches thérapeutiques cohérentes, centrées effectivement sur la personne, autour de ce mélange entre science et croyance, comme étant en tout cas une dynamique clinique première. Merci pour cette merveilleuse transition, Antoine. Je vais justement me tourner vers Caroline Barry et vers toi aussi, Antoine, justement pour vous poser cette question sur, alors qui éminemment complexe, finalement, quels sont les enjeux scientifiques en termes d'évaluation. Et derrière, évidemment, alors connaissant, on s'est rencontré, Caroline Boiry, dans le cadre d'une intervention où vous avez, finalement, vous êtes intervenu en montrant qu'on pouvait évaluer les MCA comme un médicament, donc avec de façon quantitative, etc. Donc derrière, ça vient poser une question fondamentale, c'est celle de l'articulation entre l'évaluation dite quantitative et l'évaluation naturellement qualitative qu'évoquaient Julien Nizar et Antoine Bioy. Et au-delà, si on va encore un peu plus loin, ça pose clairement aussi la question de l'articulation entre sciences médicales et sciences humaines. Voilà, je vous laisse la parole et puis peut-être commencer par vous, Caroline, et puis après Antoine. Alors, moi, je vais répondre sur le plan évaluatif parce que c'est mon domaine de connaissance et je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur le reste. Est-ce qu'on peut évaluer comme un médicament, donc ? Alors que les MCA et les thérapies médicamenteuses sont de fait extrêmement différentes sur le plan réglementaire, sur le plan économique, et ce n'est pas du tout un point qu'il faut négliger, vu le coût que peut représenter un essai clinique. Sur le plan philosophique, parce que d'un côté on a quelque chose d'holistique et de l'autre côté quelque chose qui est plus organocentré, et aussi sur le plan des fondements, comme on l'a vu tout à l'heure, avec dans un cas des fondements biologiques et anatomiques, et dans le cas des fondements qui peuvent être complètement différents. Alors, comment on évalue un médicament ? On évalue un médicament avec un essai clinique contrôlé, randomisé. C'est le dogme de l'évaluation de médicaments. Pourquoi c'est devenu un dogme ? Parce qu'il est fait pour uniquement une chose, il est fait pour aider à prendre une décision. Il est fait pour maîtriser tous les biais inconscients ou liés au conflit d'intérêts économiques, justement, qu'il peut y avoir par rapport au coût du développement du médicament. Et ces biais, de fait, ils sont bien maîtrisés dans un essai clinique. Juste un exemple, on randomise. Pourquoi ? On randomise pour que les deux groupes qui vont être suivis par les deux thérapies qu'on veut comparer doivent être identiques au début, si vous voulez que ce que vous mesurez à la fin du traitement soit lié au traitement et pas à des différences initiales. Il y aurait plein d'exemples comme ça. Donc voilà, cet essai clinique, c'est quelque chose qui est robuste, qui est fiable, mais qui ne sert qu'à comparer de traitements et prendre une décision. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on ne pense pas a priori, c'est que ces essais cliniques, ils n'ont absolument pas d'a priori biologique. L'essai clinique, il n'a pas d'a priori biologique, il a un seul fondement, c'est la statistique. Il va compter sur un critère de jugement qui doit être un critère de jugement clinique, qui peut être la survie en oncologie ou la douleur en rhumato. Il va compter si les patients sont moins douloureux avant, après, et s'ils sont moins douloureux avec un traitement ou pas, et faire un test statistique pour voir si cette différence, elle peut être liée au hasard ou si elle s'explique par les traitements. Point barre, quel que soit le fondement qu'il y a derrière. Donc en ça, c'est un outil qui peut être intéressant pour évaluer les MCA. Il y a beaucoup de fausses idées reçues qui font croire que l'essai clinique est incompatible avec les MCA. Par exemple, on entend très souvent que l'essai clinique nécessite un traitement complètement homogène, identique à tous les patients, ce qui est pas le cas des MCA, qui sont souvent des interventions complexes et individualisées. En fait, non, l'essai clinique ne nécessite pas un traitement homogène, pas du tout. Ce qui nécessite, c'est un traitement qui soit décrit, et y compris dans ses adaptations aux patients, pour qu'il puisse être répliqué. Si vous ne pouvez pas répliquer ce que vous évaluez, ça ne sert à rien. D'un côté, si vous
si vous testez un traitement qui est homogène alors qu'en vie réelle, il est individualisé, ça ne sert à rien non plus. Donc tout ça pour dire que l'essai clinique, on fait les essais cliniques pragmatiques depuis longtemps pour évaluer la chirurgie ou la kinésithérapie avec des traitements individualisés, et c'est possible. Je n'ai pas le temps de détailler tous les autres aspects, mais oui. Oui, on peut évaluer avec un essai clinique des MCA. Ce qui ne veut pas dire que l'essai clinique est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'il répond à toutes les questions. Non, il n'est pas parfait. Ce qu'on lui reproche en général, c'est d'évaluer un traitement sur un sujet moyen. Le sujet moyen n'existant pas, il n'y a que des sujets uniques et variés. C'est vrai aussi. Il sert simplement, encore une fois, à prendre une décision. Il ne faut pas essayer d'en faire autre chose. Mais si une MCA veut prouver, je ne sais pas, par exemple, que elle va diminuer la fréquence des migraines aussi bien qu'un traitement prophylactique médicamenteux, bah elle n'aura pas le choix, c'est ce essai clinique qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, en tous les cas. Je pense que les méthodes, elles vont évoluer et dans 10 ans, la réponse, elle sera différente. Mais aujourd'hui, elle n'a pas le choix. Après, il faut d'autres choses. Il faut d'autres études, il faut des cohortes, il faut d'autres études quantitatives, il faut d'autres études qualitatives pour prendre en compte le ressenti du patient et comprendre ce qui se passe. Et ça, l'essai clinique ne répond pas à ces questions-là. Il répond à des tas d'autres questions qui sont aussi très pertinentes et qu'Antoine va bien mieux expliquer que moi. Merci pour le passage de relais. Peut-être juste un préambule de quelques secondes. On est en train de parler de méthodes qui sont des méthodes dont le but, comme je le rappelais tout à l'heure, est de pouvoir améliorer autant que possible les pratiques. C'est-à-dire qu'on apprend de la clinique en allant voir aussi sur le terrain. Et puis ensuite, on va du côté de la recherche et la recherche repart ensuite vers la clinique. Tout ça est très circulaire. Le but, malgré tout, je le resitue évidemment, bien que ce soit clair pour la majorité d'entre nous, c'est évidemment de pouvoir proposer des modalités d'accompagnement et des modalités thérapeutiques qui soient les plus compétentes possibles par rapport aux demandes qui émergent chez les patients. Et donc c'est cette circularité entre clinique et recherche qui va être intéressante en tant que telle. Et donc on arrive effectivement à ces approches qu'on dit généralement qualitatives, qui ne sont pas complémentaires aux quantitatives, qui sont parallèles vraiment aux quantitatives. Les deux sont intéressantes, avec des niveaux d'interrogation qui vont être différents, mais évidemment que les deux sont intéressants en tant que tels. C'est-à-dire le qualitatif ne vient pas combler un défaut d'humanité qui serait du côté du quantitatif. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et effectivement, le qualitatif vient finalement en écho à tout ce que l'on disait depuis le début de ce colloque, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe pour le sujet lorsque il est pris par rapport à un certain nombre d'événements de vie, survient la maladie ou une problématique particulièrement, et puis lorsqu'il est confronté à des thérapeutiques. Quels sont du coup les ingrédients qui vont à ce moment-là intervenir ? On est donc dans des méthodes qui sont plutôt centrées sur ce que l'on appelle la médecine basée ou fondée sur des valeurs en tant que telles, c'est-à-dire de pouvoir interroger la personne sur qu'est-ce qu'elle estime comme étant de l'ordre des éléments importants pour elle, au niveau corporel, psychologique, spirituel, quels sont les éléments également dont elle pense qu'ils peuvent répondre à ses besoins en tant que tels. Et donc on va aller interroger ces dimensions-là, puisqu'on a compris qu'il n'y a pas de normes, évidemment, en santé, il n'y a pas de mesures qui soient en tant que telles des vérités. Déjà, quand Guilhem le disait avec la notion de normativité, finalement, la définition de la santé et l'intérêt de la santé, c'est de prendre la définition de la santé telle que le sujet lui-même est en train de la définir pour lui. Et donc les approches qualitatives vont interroger effectivement cela. Un exemple très simple d'une étude qui est sortie il y a encore quelques semaines, qui venait conforter d'autres études auparavant, qui porte sur la méditation pleine conscience, et notamment l'intérêt des groupes de méditation pleine conscience chez les patients douloureux, migraineux en particulier. Et cette étude montre en fait qu'une très bonne prise en charge avec la mindfulness montre en fait que le percept douloureux en tant que tel ne change pas, c'est-à-dire qu'avant et après, ils perçoivent physiologiquement la douleur de la même façon, mais pour autant, des données que l'on dit justement plus qualitatives, c'est-à-dire leur positionnement par rapport à l'existence, la façon dont ils intègrent l'événement migraine dans leur vie, évidemment la notion de qualité de vie, même si c'est une notion qui est quand même assez informe, va être complètement modifiée, et la conséquence de ça, c'est une diminution de la consommation dentalgique. Le but des MCA n'est pas de diminuer les médications, il n'y a pas de confrontation entre les deux. Le but est évidemment d'arriver à une forme d'équilibre tel que le définit le patient, comme pouvant répondre à ses besoins, à ses valeurs en tant que telles. Et je trouve que notamment cette étude illustre assez bien ces données-là. Et donc on va effectivement
Simplement, avec des entretiens, avec des analyses autour de ces entretiens, avec des observations, aller rechercher quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins du point de vue de la personne, comment il va les définir. Et ça sert également à pouvoir chercher quels sont les processus. C'est-à-dire qu'est-ce qui, à un moment donné, fait qu'il y a eu un changement, une évolution dans la vie de la personne. Donc on est vraiment sur une pratique, est une pratique très centrée sur les patients, sur les demandeurs en tant que tels. Ensuite se pose évidemment jusqu'à quel point ces conclusions vont être généralisables. Et c'est notamment ce dialogue du coup entre le quantitatif et le qualitatif qui va notamment permettre de pouvoir répondre à cette question-là. Mais particulièrement sur la MCMA, je rejoins tout à fait ce que disait Caroline. On ne peut pas juste dire le quanti n'est pas bien, le quali va être bien, les MCA ne répondent pas au quanti et vont répondre qu'au qualitatif. En fait, les deux, c'est simplement les deux jambes d'une même approche dont on a besoin pour comprendre les processus et pour vraiment resituer quelle est la philosophie sous-jacente telle que les personnes, depuis le début, le définissent, c'est-à-dire une pratique centrée sur le patient en tant que tel. Je tiens d'ailleurs à dire à Serge que pour ma part, c'était l'allopathie que j'essayais sur les cheveux quand j'étais avant. Donc il n'y a pas que l'homéopathie qui ne fonctionne pas. L'allopathie peut aussi très bien ne pas fonctionner sur certaines indications. Excellent. Merci. Je voudrais rebondir, mais je sais que Grégory peut aussi rebondir. Mais justement, donc, on y vient aussi. Je me tourne donc vers Grégory Hinault et vers Samir Khalfaoui avec une question qui semble encore être une opposition, mais non, évidemment, hein, ça s'inscrit, vous l'avez bien compris aujourd'hui, dans une démarche vraiment de co-construction. Finalement, médecine complémentaire et alternative, approche thérapeutique ou contre-thérapeutique. Hein. C'est bien volontairement que je vous ai mis ensemble sur ce duo. Grégory, je sais... les travaux qui tentent justement, qui sont nombreux et qui, tu l'as rappelé, qui tendent à montrer l'efficacité de pratiques de médecine complémentaire et alternative. Et Samir Khalfaoui, évidemment, on a déjà collaboré plusieurs fois ensemble et je sais que vous êtes largement sensibilisé à la question des risques et des dérives de certaines de ces pratiques, d'où l'intérêt que vous puissiez échanger ensemble. Je vous laisse la parole. Juste quelques mots, en plus je veux faire la transition avec ce qui a été dit précédemment. Je partage totalement l'avis d'Antoine et évidemment de Caroline, en expliquant quand même qu'un monsieur qui s'appelle Daniel Schwartz, 1986, c'est un des plus grands chercheurs en recherche épidémiologique clinique de France et voire du monde. C'est quelqu'un qui a écrit comme ça, les médecines douces, on peut les évaluer, toutes les méthodes, elles existent, elles sont disponibles. Simplement, virgule, on ne le veut pas. On veut pas les financer, c'est tout. Si on veut les financer, il a écrit vraiment, c'est un grand patron, Daniel Schwartz, vous allez le voir sur Science et Société, c'est en plus, voilà, vraiment, c'est remarquable. On a les méthodologies qualitatives, on a les méthodologies quantitatives, on a aujourd'hui le big data, on a aujourd'hui des cohortes, on peut faire du mécanistique, on peut faire du clinique, on peut faire du préventif, on a tout, c'est pas un problème du tout, c'est un problème de volonté et de détermination qui dépasse le modeste universitaire que je suis. Et en disant collectivement, il faut pousser, comme nous poussons à l'INCa actuellement. L'INCa a changé totalement de vision en disant ils ne faisaient que du mécanisme, ils sont en train de faire de la recherche interventionnelle. Qu'est-ce que j'étais content. On a créé un groupe à l'INSERM sur lequel on fait de la recherche interventionnelle, on réfléchit aux méthodologies. Elles existent, elles sont là, elles sont disponibles. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Je sais, c'est contraignant. Mais en même temps, si vous saviez le nombre de publications qu'il y a quand vous cherchez cancer et recherche clinique sur PubMed, dites un chiffre, il y a 141 000 publications essais cliniques, cancer et tout essai clinique. Et quand on cherche MCA, je vais parler d'intervention non médicamenteuse, il n'y en a que 3%. On n'a jamais investi ce domaine. Donc il est peut-être temps, effectivement, que des juristes viennent avec nous comprendre comment on peut réguler les choses, comment on peut faire de la bonne recherche, mais en tout cas, méthodologiquement, techniquement, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus aucun problème. Donc ma réponse à ta question, elle est bien sûr que ces thérapeutiques, elles ne peuvent être que thérapeutiques, et il faut les identifier pour passer de cet excellent ouvrage que vous recommande et que vous avez à vos dispositions à ça. Donc, si vous voulez ça, nous, on a fait donc une recherche, banque de données, pour voir combien... Oui, c'est le bon. Hein. Attendez, j'arrive. Combien il y a d'études. Vous avez dit tout à l'heure, Serge a dit 400. Non, c'est faux. Il y a 13 000. On en a 13 000 pratiques actuellement. 13 000. Pas 400. Donc, il est temps de regarder d'un peu plus près et peut-être de sélectionner les bonnes et les faire devenir des interventions
non médicamenteuses, certains me connaissent apparemment, vu les sourires, mais en disant, c'est les méthodes, elles sont décrites très précisément, ça s'appelle des interventions non médicamenteuses, on peut les prescrire, on peut les rembourser, dans le monde entier, elles sont prescrites, elles sont remboursées, et même la ministre a dit que l'après-cancer, je sais bien, c'est tout petit, c'est microscopique par rapport à tous les problèmes de santé qu'on a, mais c'est une évolution significative en disant, et je rejoins ce qu'a dit le président de Ciel Bleu, quand même, c'est extrêmement important, Jean-Michel, en disant, il y a des programmes d'activité physique adaptée qu'on peut commencer à rembourser, y compris pour les gens qui sont précaires, et on peut peut-être aussi penser à les associer. Et arrêter de dire à un problème une solution. Ce sont des maladies complexes, et à ces maladies complexes, en particulier des maladies chroniques, on doit associer les thérapeutiques. Et on est tout le temps dans des recherches sur lesquelles on ne fait qu'un problème, une solution. Mais arrêtons cette simplification. Alors moi, je vais peut-être vous paraître aller à contresens. Je voudrais d'abord rappeler que le lien entre santé et dérive sectaire ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'en 1995, il y a eu un drame qui s'appelle le drame du Vercors, avec l'ordre du Temple solaire, où il y a eu 16 victimes, dont 3 enfants. Et la technique d'approche a été la santé, puisque la personne qui dirigeait le groupe sectaire était médecin. Donc, je sais bien qu'on a beaucoup de mal à entendre ce discours, mais il se trouve que la Miviludes, qui est service du Premier ministre, est un véritable observatoire et dépositaire de la parole des victimes. Certes, il y a un engouement, je l'ai dit en introduction, pour ces pratiques non conventionnelles. Certes, c'est une lame de fond. Certes, que les essais cliniques, ce qui est fait dans les établissements de santé, ce qui est fait par le ministère de la Santé. Et d'ailleurs, je rappelle que le groupe d'appui technique dont parlait Juliette parle de méthodes prometteuses. Donc, il parle de risques, mais aussi de méthodes prometteuses. Donc, à la Miviludes, on se base sur ce que nous recevons comme signalement, alerte, des proches des victimes ou des victimes directement. Ça a été dit, un tiers de l'activité de la Miviludes est consacrée à la santé. Donc on a beaucoup de signalements sur des pratiques, on va appeler non conventionnelles, porteuses de risques, etc. Dans l'excellent ouvrage dont il est question aujourd'hui, on parle de la méthode Hammer. Alors je voudrais dire que la méthode Hammer ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Parce que d'abord, il y a beaucoup de méthodes sectaires, et même des méthodes qui sont régulièrement dénoncées par les autorités de santé. Et puis, quand on parle de dérives sectaires en santé, on va parler d'abord de dérives thérapeutiques qui vont devenir une dérive sectaire, parce que ces méthodes-là, malheureusement, sont souvent des moyens d'une redoutable efficacité de mise sous emprise. C'est-à-dire que, ça a été dit, il y a un vide juridique. Aujourd'hui, tout un chacun peut inventer une méthode. Il est là le risque. Ce qui pose problème, ce n'est pas ce qui est fait dans le cadre d'un essai clinique, je ne sais pas, dans un service de soins palliatifs ou dans un laboratoire de recherche de l'INSERM, etc. Ce qui pose problème, c'est monsieur et madame tout le monde qui va inventer une méthode, qui va former des gens à cette méthode et qui va recevoir de la patientèle en travaillant sur cette méthode. Quand vous savez que pour devenir psychiatre, c'est entre 10 et 12 ans d'études, pour prendre en charge, des fois, c'est ce que nous avons observé à la Miviludes, pour prendre en charge des gens qui souffrent d'une dépression nerveuse, vous avez des gens qui les prennent en charge qui ont été formés pendant 3 semaines. Et il est là le vrai risque. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas là pour dénigrer, en tant que Miviludes, on n'est pas là pour dénigrer les MCA, on est là pour dire qu'il y a un vrai risque, qu'il y a des victimes, qu'il faut faire attention. Et tout à l'heure, un intervenant disait qu'il serait intéressant que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Je pense que c'est une excellente idée parce qu'il y a une vraie demande et justement poser des garde-fous pourrait apporter une garantie à nos concitoyens. Alors, ce que nous observons au sein de la Miviludes par rapport à ces méthodes, alors encore une fois, je ne parle pas de l'acupuncture, je ne parle pas de l'ostéopathie, moi tout ce qui est réglementé ne m'intéresse pas et ne me concerne pas. Ces méthodes, elles ont souvent des explications simples à des processus complexes. Je vais vous donner un exemple. Si je reste sur l'exemple du docteur Hammer, Hammer dit que la culpabilité du malade du cancer, le cancer du poumon est dû à la culpabilité du malade. Vous vous rendez compte ? Explication simple à un processus complexe. Moi, je ne suis pas scientifique, mais
Je veux dire, sans être scientifique, on sait que combien le cancer ne peut pas s'expliquer par un coup de... Voilà, par quelques lignes sur Internet. Deuxième risque, c'est la perte de chance. C'est-à-dire, quand vous êtes entre les mains d'un pseudothérapeute, lui, ce qu'il va faire, première chose, c'est de vous conseiller d'arrêter le traitement conventionnel. Si vous devez faire une chimio, encore une fois, je me base sur les observations faites et sur le signalement reçu. Si vous devez faire une chimio, beaucoup de pseudothérapeutes vont vous dire, première chose, il faut arrêter la chimio. Si vous devez vous faire opérer, il va vous dire, non, ne vous faites pas charcuter. Alors, avec derrière, en discours sous-jacent, la théorie du complot et du complot des laboratoires pharmaceutiques sur tout ce qui touche à la chimio, etc. Et puis, les voies de recours. Aujourd'hui, ça fera partie, je pense, de la réflexion, les voies de recours des patients. Aujourd'hui, quand je vais voir un médecin, un kiné ou un infirmier, je sais qu'il y a un code de déontologie. Je sais qu'il y a une justice ordinale. Je sais qu'il y a des sanctions ordinales. Si je vais voir quelqu'un qui fait ça en dehors de tout protocole de soins, en dehors de tout cadre légal, quelles sont mes voies de recours ? J'en ai aucune, sauf à saisir la justice. Et pour démontrer l'exercice illégal de la médecine et la mise sous emprise, moi je vous dis bon courage. Chaque année, nous faisons entre 10 et 15 signalements au procureur de la République. Souvent, les plaintes sont classées sans suite parce que c'est très très difficile, on est sur de l'humain, c'est très très difficile de démontrer qu'il y a eu manipulation mentale. Donc encore une fois, la position de la Miviludes, ce n'est pas... nous, on n'est pas des scientifiques, nous on se base sur ce que nous recevons comme témoignage et notre rôle, c'est d'être un peu un agitateur pour dire attention aux risques liés à ces pratiques non conventionnelles. Merci Samir Kelfaoui. Je vais rebondir juste un instant avant de passer la parole très brièvement à Antoine Bioy qui voulait réagir et avant de terminer sur le débat. Cette question des risques et des dérives, elle est essentielle. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de praticiens de médecine complémentaire alternative et c'est très bien. Ça montre aussi cette demande finalement de clarification aussi pour les praticiens. En deux mots, moi j'ai fait une thèse sur la question de l'impact de ces médecines complémentaires et alternatives chez les patients atteints de cancer. Et là, je vais clairement rejoindre ce que dit Samir Kelfaoui et en même temps ce qui a été dit précédemment. Ce qui en ressort en deux mots sur cette étude, c'est que ces pratiques apportent véritablement des bénéfices en termes de mieux-être et de qualité de vie pour bon nombre de patients, notamment quand, dans le cadre du cancer, ils les utilisent en complément avec des praticiens dûment formés. Il faut mettre toutes ces parenthèses et tous ces petits éléments qui paraissent anodins, mais qui font aussi finalement la dimension thérapeutique ou contre-thérapeutique. Parmi ces patients, malheureusement, il y en avait plusieurs qui avaient fait le choix d'arrêter leur traitement curatif pour se traiter avec des pseudo-thérapeutiques, et notamment avec la méthode Hammer. Une patiente, moi j'ai déjà eu un cancer, la chimiothérapie a fait que je n'ai eu que des effets secondaires, j'en ai souffert, finalement ça n'a pas marché, donc la médecine ne marche pas. En revanche, j'ai trouvé un praticien qui lui m'écoute, qui lui prend du temps, etc. etc. Et je crois vraiment que nous allons trouver ensemble le sens de la maladie. Et en trouvant le sens de la maladie, j'arriverai à guérir. Voilà le discours que j'ai eu. Donc quand on pointe, et je pense que ça et tout l'objectif du livre est là, la question des risques et des dérives, il faut pouvoir rassembler les pour et les contre et dire que oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans ce livre. On se rend bien compte que les pour, quelque part, ils ne sont pas contre agir à l'égard des dérives parce qu'elles existent et il faut les pointer. Et en même temps, la Miviludes le dit très bien, mais ce qui existe, ce qui est réglementé, on n'est pas contre. Et il faut un petit peu aller vers ce débat et s'extraire de ce qu'on est en train de voir actuellement entre les FECMED et les CEFMED à une espèce de pro-intégration aveugle ou alors à un espèce de fourre-tout où, attention, tout est dangereux. Il faut pouvoir nuancer un peu le propos, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et en cela, je trouve que vraiment, merci aux intervenants de pouvoir s'ouvrir à la fois avec la Miviludes et à la fois avec quelqu'un comme toi, Antoine, Grégory, Nino ou encore Julien Nizar. Voilà, merci, c'était cette parenthèse et je laisse Antoine rebondir. Une petite minute, mais merci, juste quelque chose sur lequel je voulais intervenir parce que je sais qu'en plus c'était pas l'intention de monsieur Kelfaoui, mais depuis le début je suis quand même un petit peu gratouillé par le fait qu'on cite beaucoup la question des dérives sectaires et de l'influence concernant les MCA. J'aimerais juste quand même recadrer en disant que les influences, les pratiques d'influence et les dérives sectaires n'ont pas attendu les MCA, que les MCA c'est pas la question, c'est pas le problème. Vous savez
vous connaissez tous la métaphore en tant que telle qu'on peut avoir avec une allumette, on peut allumer une bougie ou un incendie, et que ça, comme cela a été dit, c'est la question de comment est-ce que les choses sont utilisées. Dans le secteur que je connais un peu mieux, qui est celui de l'hypnose, clairement, de façon ponctuelle, mais néanmoins ça existe, vous aurez bien sûr des questions pour lesquelles d'ailleurs on m'a demandé des expertises devant les tribunaux, et vous aurez des questions de savoir si une personne peut être notamment attouchée ou violée quand elle est en état d'hypnose ou pas. Mais avant nous, je vous assure que vous aviez au moins autant d'affaires avec les psychanalystes, avant, et si ce n'est pendant, avec les sexologues, etc. C'est-à-dire que je ne voudrais pas non plus qu'il y ait un amalgame trop grand entre MCA et pratiques sectaires, et que l'on réinterroge, et j'espère d'ailleurs que dans les autres congrès, on interroge autant cette question de l'influence. Et là-dessus, je rejoins tout à fait vraiment tout ce qui est dit sur l'importance de quelle est l'influence que l'on a lorsque l'on est dans une relation d'aide, et à quel moment cette influence devient emprise. Mais à mon sens, en tout cas, ce n'est pas spécifique au MCA. On est dans des cas de relations d'aide dans lesquels les gens ne sont pas forcément formés à interroger cette question de l'influence et à interroger, et je parle dès la formation initiale, parce qu'on a très peu parlé jusqu'à présent, mais il y a aussi la question de la formation, comment est-ce qu'on interroge et on fait aussi avec ces relations entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui est vulnérable, comment est-ce qu'on arrive à manier cette différence-là, et parfois la relation d'emprise peut être effectivement présente et de façon absolument intentionnelle, elle peut aussi être présente et parfois de façon non intentionnelle, mais il me semble que la question c'est la formation à cette question de influence et emprise auquel on est tous confrontés, et j'aimerais pas que l'amalgame soit fait entre MCA et emprise. À mon sens, c'est entre une pratique de relation d'aide qui va bien au-delà de la question des MCA et la question de l'emprise. Merci Antoine. Je vais me tourner à présent vers Julien Nizar et vers Laurence Vansenbroek-Mialon. Je me suis pourtant entraînée toute la journée hier, vraiment. Voilà, pour clôturer ce débat avec vous, et qui s'inscrit véritablement dans la continuité finalement de ce qui vient d'être dit avant. C'est une forme quelque part d'illustration. Alors pourquoi ce binôme, Julien Nizar, vous êtes professeur en médecine et vous portez clairement, à mon sens, la notion de médecine intégrative. Une médecine qui évolue en tout cas, ou qui chemine vers une médecine intégrative, ou qui devrait, je ne sais pas, vous en parlerez. Et Madame Laurence Vansenbroek-Mialon, vous dénoncez clairement ces thérapies de conversion qui, pour être honnête, j'ai découvert avec vous, je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait, encore moins en France. J'ai halluciné, véritablement. J'ai pensé à un canular en voyant votre article. Je me dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas, et pas en France. Donc, vous allez mieux expliquer que moi ce que c'est, mais en deux mots, on considère que l'homosexualité est une maladie. Et alors, certes, ça ne concerne pas que la médecine, dans le sens où il y a beaucoup de mouvements religieux qui participent, à ces pseudothérapies, mais et c'est là où on questionne l'articulation, tout intégré ou pas, cette médecine à séparer de la médecine intégrative. Mais en tout cas, on se sert, vous l'avez dit dès le départ, de ces croyances où certains médecins, certains psychiatres vont, à partir de leurs croyances, considérer que le patient qu'ils ont en face est homosexuel par maladie, c'est sa maladie, et donc vont proposer une intervention, des traitements en lien avec leurs propres croyances, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'homosexualité n'est pas une maladie. Voilà ce débat, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci. Alors, la médecine intégrative, moi je vais essayer de tenir un discours un peu décloisonnant ou fédérateur. La médecine intégrative, c'est le principe justement d'associer les médecines conventionnelles et les thérapies complémentaires, je préfère ce terme, avec un patient qui est rendu acteur aussi bien et comprenant dans sa propre prise en charge. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante. Alors du côté du soin, on a beaucoup parlé des patients, mais il y a des travaux et des constatations très cliniques qui sont passionnantes du côté des soignants. Pratiquer une médecine intégrative, ça peut être aussi bénéfique en termes de qualité de vie au travail pour les soignants. Vous savez que les soignants, notamment à l'hôpital, se plaignent beaucoup d'une perte de sens. Eh bien, en leur permettant de retrouver quelque chose de l'ordre de la relation et du temps consacré, ça c'est un sujet éminemment complexe, notamment à l'hôpital, ils peuvent retrouver du sens. Du côté du soin, clairement, cette approche intégrative, donc là je me situe clairement dans une association des deux dynamiques et pas dans un cloisonnement, eh bien ça peut avoir une efficience tout à fait intéressante. Donc, pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, je pense que le débat n'est pas clos, mais il doit y avoir, comme le soulignait aussi Antoine Beut tout à l'heure, des travaux qui soient à la fois quantitatifs
et notamment du côté de l'efficacité, bien sûr, et de l'impact médico-économique de cette thérapeutique, mais aussi qualitatif. Aussi bien du côté, encore une fois, du bien-être, de la qualité de vie, on en a parlé des patients, mais aussi du bien-être et de la qualité de vie des soignants. Du côté de la formation, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine Bioy, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un grand chantier qui est en cours au sein des études de santé. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement du côté des psychologues, mais là, il y a un chantier immense, puisque en l'espace de 2 ans, il va y avoir une réforme du premier cycle qui concerne tous les professionnels de santé, du deuxième cycle, c'est-à-dire des acquisitions que doit faire tout médecin avant de se spécialiser, et du troisième cycle. Et on a obtenu, c'est récent puisque ça date de la semaine dernière, que soit posé le principe d'apprendre de façon obligatoire les principes de la médecine intégrative et des principales thérapies complémentaires ayant fait l'objet d'une évaluation scientifique. C'est-à-dire que les médecins qui sortiront, quelle que soit leur discipline, pourront expliquer à leurs patients ce qu'ils ont déjà eux-mêmes compris, puisque quand on fait des enquêtes auprès des médecins sur ce que c'est que l'hypnose ou l'acupuncture ou la médecine manuelle, ils ont des idées, même comme tout un chacun. Ils ne sont pas particulièrement éclairés, compte tenu du fait qu'on ne leur a jamais appris dans le cadre d'un enseignement universitaire. Donc cette réforme du deuxième cycle, c'est à mon avis quelque chose de très important, même si le temps consacré n'est pas très important, mais c'est pareil pour toutes les disciplines. Et puis il y a une réforme du troisième cycle qui est en cours, c'est-à-dire les internats de spécialité, et puis ce qu'on appelle les formations spécialisées transversales, qui sont des formations courtes d'1 année. Et pour la première fois, la formation spécialisée transversale douleur ou celle d'addictologie, par exemple, vont aborder clairement la question des thérapies complémentaires au sein de leur enseignement sous la forme de séminaires. Et donc ça n'existait pas et c'est nouveau. Je voulais dire de ce point de vue 2 éléments qui sont importants. Déjà, pour ce qui concerne la formation continue, puisque là je viens de parler de la formation initiale. La formation continue, je suis d'accord avec Madame Picard lorsqu'elle dit qu'il faut être vigilant avec ce point, bien entendu, mais c'est quand même mieux d'avoir un diplôme universitaire que rien du tout, et que d'avoir une formation de 48 heures à Pornic, au Soleil ou à Voriaz pour devenir hypnothérapeute. Mais si, c'est très bien Pornic. Donc, quand même, un diplôme universitaire, à plus forte raison un diplôme interuniversitaire, qui est délivré par plusieurs facultés avec le même contenu d'enseignement ou une capacité de médecine, c'est quand même le gage que le diplôme a été conçu avec au minimum 20% des enseignements qui sont prodigués normalement par des universitaires, qui ont été validés par un doyen et par un conseil de faculté. Donc, à moins que tout ce petit monde soit complètement à côté de la plaque, il y a quand même un minimum de garantie, si on peut dire, que ça ne soit pas complètement fantaisiste. Deuxième chose, Grégory a souligné l'absence de soutien financier, public, ou l'insuffisance. Je voudrais ajouter le fait que lorsque vous voulez évaluer des thérapies complémentaires, vous n'avez évidemment pas le soutien des grands labos pharmaceutiques, et plutôt même le non-soutien ou la bagarre du côté des fake made. Je pense qu'ici, on est nombreux à savoir que ce qui sous-tend ce type de lutte, ça peut être aussi des intérêts financiers non négligeables. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les praticiens à faire de la recherche de ce côté-là. Il faut s'appuyer sur des équipes labellisées, il faut aller les trouver. On ne s'improvise pas à faire de la recherche clinique comme ça, c'est compliqué. Sinon, comme on l'a dit, avant même d'avoir commencé et avec les meilleures intentions du monde, on aboutit à des résultats non exploitables. Et à côté de ça, pour une discipline comme l'acupuncture, moi je ne suis pas prosélyte, il se trouve que j'anime des diplômes universitaires d'acupuncture, d'hypnose, de médecine manuelle. Mais ce que je peux constater, c'est que dans le débat en cours sur la fake médecine, il y a incontestablement une dimension dogmatique ou idéologique, puisque même avec des centaines d'essais randomisés contrôlés contre techniques qu'on appelle sham, technique contrôle, placebo, comme c'est le cas pour l'acupuncture, il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a jamais eu aucune preuve, alors qu'encore une fois, il y a des preuves, il y a de la littérature scientifique et il y a des rapports INSERM. Et quand vous discutez avec des acupuncteurs qui se donnent le mal de faire ces études, ils sont un peu fatigués ou consternés parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, au bout du compte,
le débat est clos avant même qu'il ait commencé. Je voudrais aussi dire du côté de la formation que l'ANDPC, l'Agence nationale pour le développement médical continu, a fait un moratoire total sur les thérapies complémentaires. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut faire une formation sur une thérapie complémentaire dans le cadre de l'ANDPC, qui est très verrouillé, sécurisé, ne peut plus. Voilà, moi j'ai rendez-vous avec la responsable de l'ANDPC le 21 novembre pour avoir des explications sur l'arrêt de l'ANDPC sur l'hypnose, sur l'acupuncture. Donc d'un côté on dit il faut promouvoir des formations encadrées, universitaires, de la recherche, et de l'autre côté il y a des freins, il y a des obstacles qui sont parfois infranchissables. Et du coup, le risque c'est que les praticiens en question se retournent vers des formations qui sont labellisées par personne. Donc là, moi, j'attire l'attention sur ces éléments qui sont profondément, vous voyez, à la fois incohérents et injustes. Et dernier point concernant la partie attention sur les dérives. L'attention sur les dérives, on a parlé des agences régionales de santé, on a parlé de la Miviludes, on a parlé des conseils de l'ordre. Il y a aussi les conseils citoyens, qui peuvent être tout à fait intéressants. Je sais qu'il y a des conseils de grandes villes, des conseils de métropole qui essayent aussi de proposer à leurs citoyens une réflexion éclairée sur qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressources disponibles, avec quelle formation, avec quelles compétences. Voilà. Et au sein de l'hôpital, vous connaissez comme moi le rapport AP-HP 2012, qui sont des recommandations qui sont très intéressantes et finalement très simples à mettre en œuvre. Ça repose sur 3 éléments. Repérer au sein des établissements de santé qui fait quoi. Et croyez-moi, moi qui ai fondé le comité de lutte contre la douleur du CHU de Nantes, dans un établissement où il y a 10, 12, 15 000 agents, c'est très difficile parce que les agents, ça tourne tout le temps. Et de savoir qui fait quoi et quelle formation et quel diplôme, c'est compliqué. Deuxièmement, il faut que le soignant en question s'intègre dans un projet de service. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un service en disant moi, j'ai appris à faire ceci ou cela et je vais donc le faire au service des patients. Et troisièmement, ça doit avoir été validé par l'institution. En l'occurrence, c'est un comité, le comité de lutte contre la douleur, qui en général valide ces pratiques. Donc, il se trouve qu'il y a une historique à Nantes capitale, puisqu'il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, à la suite d'articles parus dans la presse sur une praticienne qui a fait une thérapie que je ne citerai pas au sein du centre anticancéreux, il y a eu un moratoire de 5 ans, avec arrêt au centre anticancéreux de Nantes de toutes les thérapies complémentaires. L'hypnose, y compris les interventions qu'on replie, de chirurgie mammaire carcinologique sous hypnose. C'est fait par des anesthésistes qui peuvent reprendre la main si le patient considère qu'il n'est pas suffisamment soulagé. L'acupuncture, la médecine manuelle, tout a été arrêté. Donc il peut y avoir des conséquences désastreuses, effectivement, d'une pratique trop autonome ou trop engagée ou insuffisamment sécurisée au sein des établissements de santé. Bien, alors donc moi je voudrais déjà faire un petit sondage. Vont lever la main ceux qui savent en quoi consistent les thérapies de conversion. Mince, vous avez tous lu le chapitre. Bon, d'accord. Mais alors pour ceux qui n'ont pas, oui, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre en question, en fait il s'agit de pratiques qui prétendent en fait modifier l'orientation sexuelle d'une personne ou son identité de genre. Alors que ce soit pratiqué par des communautés religieuses, en fait elles sont toutes concernées, ou alors justement des praticiens, alors que ce soit en cabinet médical, des psychologues, des psychiatres, voilà. Donc j'ai été moi-même alertée en fait en tout début de l'année 2018 par un jeune qui me suivait sur Twitter en me disant Madame la députée, il faut absolument légiférer sur les thérapies de conversion. Alors je lui dis écoutez, ça me surprend parce que je connais le phénomène aux États-Unis qui est vraiment très important depuis plus de 50 ans. Enfin, c'est un sujet, même là-bas, on prône en fait ce genre de pratique.
Mais il ne me semble pas effectivement que sur notre territoire ce soit le cas. Et bon, rapidement, j'ai fait quelques recherches. Il avait l'air tellement convaincu de son sujet. Et en fait, en tapant simplement thérapie de conversion en France, on tombe déjà sur quelques articles. Donc j'ai continué à chercher. Et là, je suis même tombée finalement, en utilisant aussi les réseaux sociaux, comme Twitter notamment, à trouver donc des gens qui avaient été victimes donc, de ces thérapies. Et alors en fait, c'est un petit peu troublant parce qu'on se trouve face à des gens qui ne souffrent de rien, si ce n'est que d'être mal dans leur peau, entre guillemets, qui découvrent à 10 ou 15 ans ou 20 ans leur sexualité et qui ont des difficultés à y faire face, et qui se tournent parfois vers le prêtre parce qu'ils sont de familles catholiques, croyants, et qui ont envie de trouver un appui, ou éventuellement qui se tournent vers leur médecin traitant pour en discuter. Donc jusque-là, j'ai envie de vous dire tout va bien, puisque c'est tout à fait le genre de démarche qu'on peut appuyer. Hein. C'est toujours important de pouvoir parler dès qu'on a un problème, et notamment un problème en lien avec sa sexualité. C'est toujours quelque chose de très délicat quand on est jeune, quand on est adolescent ou jeune majeur. Et en fait, il arrive justement qu'il y ait des dérives au sein de l'Église, au sein d'autres religions, mais aussi des dérives chez les praticiens. Et c'est un phénomène très à la marge, évidemment, hein, c'est pas non plus monnaie courante, mais malgré tout, sur notre territoire, ça représente quand même un certain nombre de cas. Et d'ailleurs, je remercie l'ami Vilut qui fait un travail important sur le sujet, qui nous a beaucoup aidé lors de l'audition de la mission d'information. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que certains praticiens n'ont aucun scrupule, guidés par leurs croyances personnelles religieuses, à prescrire des anxiolytiques, des antidépresseurs. Ensuite, des choses qui vont vous paraître complètement hallucinantes, mais parfois qui prescrivent des injonctions d'hormones. Ou alors, pour aller encore un peu plus loin, qui ont recours à la sismothérapie. Alors la sismothérapie, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais comme vous avez tous lu le chapitre en question, normalement oui, mais en l'occurrence, ce sont des électrochocs. Donc certains psychiatres n'hésitent pas à infliger en fait des électrochocs à de jeunes patients dans l'idée donc de leur faire changer d'orientation sexuelle. Alors parmi vous, il doit y avoir à peu près 10% de la population qui est donc homosexuelle. Donc les 90% qui restent, je me pose la question, c'est que si jamais on vous infligeait des électrochocs, est-ce que pour autant vous deviendriez homosexuel ? Non, je ne crois pas. Oui, il leur faudrait le faire aux psychiatres concernés. Peut-être que ça leur remettrait des idées en place. Mais c'est une suggestion de mon voisin, hein, c'était pas la mienne. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pratiques sont tellement moyenâgeuses et tellement dramatiques pour la santé finalement physique et mentale de ces jeunes patients. Le Parlement européen donc a adopté une motion en mars 2018, invitant donc les pays membres de l'Union européenne donc à légiférer sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle donc j'ai pu, grâce à cette motion, m'appuyer sur cet état pour justement demander donc à l'Assemblée nationale d'y travailler. Et donc depuis juin de cette année, donc j'ai eu l'occasion donc d'obtenir cette mission d'information. Et donc les travaux ont commencé en septembre, et donc j'ai eu l'occasion d'auditionner encore il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, donc justement un jeune de 25 ou 26 ans qui justement a été interné dans une clinique privée du sud de la France, à Montpellier, qui la cite d'ailleurs lors de son audition, en citant d'ailleurs le psychiatre qui l'a suivi à cette occasion. Et donc c'est vu lui également, alors non seulement l'entretien pour rentrer dans cette clinique a duré environ une quinzaine de minutes, c'était vraiment quelque chose de très survolé, et au final au bout d'un quart d'heure il était sous perfusion de Valium. Et on continuait, en dehors du fait qu'il soit déjà sous Valium, de lui administrer donc d'autres produits, d'autres antidépresseurs. Et donc il a eu, je vais pas dire la chance, mais il a eu en tout cas le psychiatre a eu recours donc à la sismothérapie. Donc en fait pour lui c'était très violent, même s'il était relativement sédaté, puisque déjà sous Valium, mais aussi sédaté pour subir ces traitements. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ces traitements entre guillemets, ce jeune patient a totalement perdu la mémoire de son enfance en fait.
Oui, c'est dramatique. En fait, les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Donc, ça rappelle le titre de ce chapitre, en fait, la question de l'évaluation et leur impact sur la santé. Donc, l'impact sur la santé est dramatique, mais ça, on imagine bien. Et quant à l'évaluation, voilà, c'est justement la mission d'information qui va permettre de déterminer, en fait, alors le champ de ces thérapies, alors qu'elles soient religieuses ou médicales, mais je tiens à préciser que bien souvent, il y a malgré tout un lien toujours très fort avec la religion, en tout cas les croyances personnelles. C'est pour ça que croyances et sciences, tout à l'heure j'aimais bien. Je trouvais que le titre était vraiment très à propos, puisque c'est vraiment s'appuyer sur ses convictions personnelles, en tout cas les croyances religieuses personnelles, pour appliquer des traitements qui ne vont avoir que des effets délétères sur la santé de ces jeunes patients, en fait. Merci. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais justement rebondir en posant une petite question à Julien Nisard. Et après, je crois que Grégory et Nino voulaient dire un mot. Et je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est un peu serré au niveau du temps. La question, alors elle va être très naïve. Comment, en France, on arrive à ces dérives, c'est pas la majorité, hein, médicales, et comment on fait pour les limiter concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y a, ou est-ce que finalement, enfin, c'est pas une question simple, hein, mais c'est une question très naïve. En fait, je me demande comment un médecin peut faire ce qui a été décrit. Je n'ai pas de réponse. Et comme vous êtes le seul médecin de la table, c'est vers vous que je me tourne. Voilà. Je suis désolée. Alors déjà sur le diagnostic, je pense qu'on est forcément dans des croyances et des représentations du médecin en question qui sont très ennuyeuses. Moi, ça me semble, comme le disait monsieur, ça se relève au minimum d'une sanction par le Conseil de l'ordre. Après, est-ce que ça relève de la justice pénale? Je ne sais pas. Je suis pas compétent pour le juger. En tout cas, c'est une souffrance infligée à un patient qui, comme toute souffrance volontaire, là en l'occurrence, même si ça repose sur des croyances erronées, mérite, de mon point de vue, une sanction. Alors, si je peux me permettre, Véronique, en fait, voilà, nous, c'est ce qu'on pensait avec notre équipe, en fait, c'est de modifier un peu le code de déontologie, notamment l'article 6, pour préciser justement ce dont on parle, c'est-à-dire la sexualité et l'identité de genre. Mais pour ce qui est des réponses pénales, je vais essayer de faire assez court, mais en fait, j'avais prévu de déposer une proposition de loi à l'issue de cette mission, mais en l'occurrence, il s'avère que dans le code pénal, il y a déjà beaucoup d'infractions, finalement, qui tournent autour de ces thérapies de conversion, qu'il suffirait, entre guillemets, enfin, en tout cas, on y travaille, d'amender, de corriger, d'améliorer pour justement répondre à cette demande. C'est-à-dire qu'il y a par exemple les violences volontaires qui peuvent répondre à certains faits, l'abus de faiblesse aussi par exemple, et on s'est rendu compte que le harcèlement sexuel pouvait aussi tout à fait s'approcher de ce genre de pratique et donc correspondre à une réponse qui serait donc légale et adaptée. Merci. 2 secondes. Alors, vraiment 2 secondes, Antoine et Grégory, d'abord. Juste parce que j'ai un exemple concret au diocèse de Bayonne. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un monseigneur qu'on va pas citer qui a voulu mettre en place ces thérapies de conversion, et ce sont les citoyens qui l'ont empêché. C'est la mobilisation des citoyens qui a empêché que dans le diocèse, il y ait ces associations prônant les thérapies de conversion qui sont venues. Et donc ça me permet juste de rajouter, pour être tout à fait clair, que ce qui me paraît important, c'est aussi l'éducation des citoyens pour pouvoir avoir des repères fixes dont la science est importante, est au centre des choses, pour pouvoir justement aller, quelqu'un citait tout à l'heure les fake news, etc., d'avoir une éducation pour pouvoir discerner le vrai du faux, d'avoir des points de repère de méfiance ou au contraire d'y aller. Et je pense que la place du citoyen est une place tout à fait importante, mais que se pose la question de comment est-ce que l'on transmet les codes nécessaires pour au moins amener à une réflexion, plutôt que d'être immédiatement dans un acte de soumission parce que je suis en souffrance, où là, pour le coup, on ouvre la porte aux situations d'emprise. Grégory, vraiment quelques secondes. Juste un mot, ça me revient. On a du mal à terminer la table ronde, mais il va falloir. Je pense que la sismothérapie, comme toutes les techniques dites invasives, je ne suis pas psychiatre, mais il me semble que ça relève d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Je ne pense pas qu'un médecin seul puisse prendre la décision de faire une sismothérapie. D'accord. À vérifier. Je voudrais juste faire un commentaire général, parce que ça n'a pas été évoqué sur l'aspect de l'évaluation. Et peut-être sortir de l'avis négatif sur Montpellier. C'est quand même la plus vieille fac de médecine d'Europe. Et j'aimerais vous dire à quel point, si on n'y prend pas garde, je veux aussi peut-être solliciter l'Assemblée à ce sujet. Vous avez entendu parler d'un essai clinique sauvage qui s'est réalisé il y a 2 mois pour des patients déments. Si la recherche
ne restent pas dans le secteur académique et si on ne fait pas de véritable recherche, alors il y aura des médecines parallèles et il y aura de la recherche parallèle. Et donc, il est probablement extrêmement important de refaire une véritable traçabilité. C'est la raison pour laquelle on a fait cet appel de Montpellier en 2018. On va faire un bilan l'année prochaine au congrès ICEPS à Toulouse en disant il est temps qu'on se saisisse du sujet et qu'on fasse une véritable recherche. Avec, Julien l'a très bien dit, il y a plein de chercheurs académiques dans plein d'universités. Il y a plein de gens qui veulent s'investir à faire de l'évaluation. Il y a plein de très bons chercheurs. Et je pense qu'il est temps de créer ces connexions-là. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous tapez niri.fr. On est en train de recenser tous les chercheurs du monde, tous les uns et les autres, qui auront fait au moins un essai clinique évaluant une intervention non médicamenteuse. Merci Grégory, merci à tous les intervenants et merci pour votre écoute. Et on passe la parole à Philippe de Normandie pour la suite.